La vie n'est qu'un immense plateau de jeu. Nous regardons notre main, observons notre adversaire, abattons nos cartes et découvrons avec joie ou malheur si le destin nous a été favorable. Mais que se passe-t-il lorsque nous jouons contre le destin? Nous laisse-t-il simplement espérer ou cherche-t-il un adversaire capable de le renverser? Le destin n'est-il qu'une succession de choix amenant à un futur dessiné par notre propre réflexion? Ou est-ce que notre voie était toute tracée et donc inéluctable? Je vais vous conter l'histoire de protagonistes, cherchant à protéger leur monde d'une fin imminente. Chacun d'entre eux a senti l'arrivée de cet être à la puissance inimaginable, antérieur au temps lui-même, sur le point de se réveiller et d'engloutir l'humanité. J'avais toutes les cartes en main pour les aider dans leur quête. Et pourtant, à l'arrivée, je n'ai qu'un goût amer en travers de la gorge. Si j'avais mieux agi, si un tel coup du sort ne m'était pas arrivé en cet instant. Le destin lui-même doit maintenant se moquer de ma tourmente. Lorsque Diana a été initiée à l'Ordre du Crépuscule d'Argent, elle croyait que ce n'était rien de plus qu'une organisation communautaire. Mais en découvrant plus précisément sa véritable nature, elle s'est convaincue qu'un mal grandissant menaçait le monde, et que le Crépuscule d'Argent jouerait un rôle dans cette menace. Elle pense que sa meilleure chance d'empêcher cela est d'utiliser sa position pour saboter l'organisation de l'intérieur. Diana n'avait pas eu le temps de se préparer correctement à ce qui l'attendait. Carl Sandford, le chef de l'ordre, avait sommé qu'elle devait parfaire son entraînement au Panama. Elle n'avait eu le temps de prendre avec elle qu'un manuscrit ésotérique et quelques pages d'anciens bouquins arrachés à la va-vite. Elle se devait d'obtenir et de mémoriser toute information concernant la menace qui planait sur eux. En effet, les cultistes dont elle faisait partie souhaitaient invoquer celui à qui ils vouaient un culte, un grand ancien, une créature extraterrestre digne d'un dieu, qui ravagerait l'humanité juste par sa présence. Elle fracturerait la réalité en créant des portails, s'insinuerait petit à petit sur Terre, et quand viendra l'heure de son réveil, l'humanité serait perdue. Elle avait relu son manuscrit des dizaines de fois, s'assurant de connaître par cœur le moindre symbole concernant ce grand ancien, appelé Shub-Niggurath. Après s'être assurée qu'elle avait semé ceux qui la suivaient, Diana avait continué son voyage. Les médias l'avaient alertée d'horreurs invraisemblables vécues par les habitants de San Francisco, et elle savait pertinemment qu'une des fractures de la réalité se trouvait là-bas. Le voyage serait long, mais elle en profiterait pour se préparer au maximum à ce qui l'attendait. Lors d'une escale entre deux voyages, Diana arpenta les rues d'une petite ville. Elle marcha, marcha, jusqu'à ce que l'animation de la ville soit derrière elle. Les rues étaient de plus en plus petites, sinueuses et silencieuses. Puis elle trouva une petite boutique poussiéreuse et passa la porte. Personne ne semblait tenir correctement le lieu, puisqu'une volée de poussière lui piqua les yeux lorsqu'elle entra. Pourtant, une présence inquiétante semblait la sonder. Elle fouilla les armoires pleines de toiles d'araignée à la recherche de ce qui pourrait l'aider dans sa quête. Après quelques dizaines de minutes, elle crut trouver son bonheur. Cependant, elle n'avait pas les moyens de se payer un tel artefact. Glissant le livre sous sa cape, elle mima de continuer à chercher, puis soupira et tourna les talons pour sortir de la boutique. Le propriétaire de la boutique ne s'était pas manifesté. Une fois dehors, elle scruta davantage son butin. Elle était enfin en possession de Titka Alot, un puissant recueil de magie noire. Elle n'osa même pas l'ouvrir, car des serpents d'ombre s'agitaient des pages, alors que le recueil était toujours scellé de deux côtés. Alors qu'elle semblait de plus en plus attirée par ce recueil, une sonnerie de téléphone la fit sursauter.
Elle fouilla dans sa poche et décrocha. Une voix familière lui répondit. La lune de la Némésis est encore haute ce soir. Le voyage jusqu'à San Francisco est plus long que prévu, mais j'ai réussi à mettre la main sur un artefact qui nous aidera bien. Je n'en doute pas. Tu es notre meilleur atout. Mais ne tarde pas trop, Diana. Tu as eu des infos? Et à cet instant, Diana comprit que le destin la rattrapait. On parle d'un groupe encapuchonné qui a réalisé un rituel. C'est la pagaille à San Francisco. Oh non, Trish, si seulement je les avais suivis, j'aurais pu. Pas le temps pour les remords, Diana. Monte dans le premier train et gère tout ça une fois sur place. Je vais faire de mon mieux pour arriver en même temps que toi. Puis elle raccrocha. Malgré l'urgence, courir jusqu'à la gare n'allait servir à rien. Elle trépigna d'impatience jusqu'à l'arrivée de son train. Et lorsqu'elle fut arrivée à destination, elle se rua dans les allées de la ville pour constater le désastre que les cultistes avaient semé. Un portail était bien ouvert et un monstre gardait l'entrée. Un squelette, frêle et sans une once de peau, se rua sur Diana. Bien que les contes populaires avaient habitué les gens à s'imaginer un monstre aussi simple qu'un tas d'os, le voir se mouvoir tétanisa Diana d'effroi. Elle évita cependant la charge du monstre et attaqua à son tour. Elle frappa de toutes ses forces, fit vaciller le squelette et dut revenir à la charge une deuxième fois pour en venir à bout. Elle n'avait pris aucun coup, mais Diana se sentait faible. Combattre des entités de ce genre drainait sa santé mentale à toute vitesse. Et il ne lui faudrait pas grand-chose avant qu'elle ne tombe dans la folie. Entendant le rugissement d'un autre monstre près d'elle, elle n'hésita qu'une seule seconde à utiliser l'artefact qu'elle avait volé quelques heures auparavant. Elle puisa dans ses forces mentales et incanta un sortilège qui terrassa la créature. Le combat était terminé, mais utiliser une telle magie ne l'avait pas épargnée. Elle essuya le sang qui coulait de sa narine, observa le portail et le traversa. Elle se retrouva dans une ville qui lui semblait familière, mais sans électricité. La seule lumière émanait de la lune verdâtre, et le seul son audible était un hurlement lointain. Diana sentit sa raison être envahie par la peur. Résistant à son envie de paniquer, elle trouva une grande machine de verre et d'acier dont la surface grésillait d'électricité. Fort heureusement pour elle, les enseignements qu'elle avait reçus au sein de l'ordre furent d'une grande utilité, et en très peu de temps, elle utilisa la machine pour revenir à son époque et fermer le portail. Tout s'était bien déroulé. Elle pouvait poursuivre son épopée jusqu'au portail suivant, qui lui permettrait de faire disparaître la lune de la Némésis. Mais elle tourna la tête, posa le regard sur un objet, et le destin la rattrapa. L'être humain est frêle, fragile, chétif et vulnérable. Il suffit d'une vision pour raviver un passé traumatisant ou s'offrir un futur infernal. Si bien que Diana ne supporta pas ce qu'elle vit. Il lui suffit d'un rien. Il suffit d'un rien pour que l'être humain chavire. Trish eut vent de la fermeture du portail par Diana, mais depuis ces événements, ce fut silence radio. Il ne lui fallut pas longtemps avant de dénicher son adresse personnelle et d'aller la saluer. Elle frappa à la porte. C'était bien Diana devant elle, mais elle prétendait s'appeler Iris et avoir vécu toute sa vie dans la cité. Dans sa poubelle, Trish aperçut d'un bref coup d'œil qu'elle avait jeté toutes ses anciennes affaires. Il est clair qu'elle venait de se dissocier de son ancienne vie. Trish lui raconta alors tous les souvenirs qu'elle avait avec elle pour restaurer son identité. Diana lâcha quelques larmes, mais sans pour autant parler à vive voix de ce qu'elle a vécu. Et pourtant, Trish finit par déceler quelque chose dans la voix de son amie, un code familier, et quand elle le comprit, elle releva la tête et croisa le regard de Diana. « Je peux te proposer quelque chose, » dit-elle d'un ton sombre, avant que le destin ne les rattrape.
expliqua qu'il s'agissait d'un pacte qui la relierait aux cultistes, mais son sang permettrait de ralentir l'arrivée du grand ancien. Elle prit le stylo, tenta de signer, mais rien ne se traça. L'encre normale ne fait gage d'aucun pacte, dit-elle à son amie en désignant son bras. Trish comprit qu'elle devrait signer la feuille de son sang, et c'est ce qu'elle fit. L'entaille qu'elle se fit fut bien plus douloureuse que ce à quoi elle pensait. Et après avoir tracé son nom sur la feuille, Diana banda le bras blessé de son amie, et l'échange s'arrêta là. Trish sortit de chez Diana, emportant avec elle tout ce qui pouvait lui être utile. Depuis qu'elle avait signé, une voix horriblement grave et malsaine avait fait place dans son esprit. Elle connaissait les risques, mais le monde courait à sa perte. Elle se devait de continuer là où son amie s'était arrêtée.